dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le dernier vendredi du mois, en l'occurrence, c'est l'occasion d'un décryptage économique et l'occasion de retrouver Michel Remy, économiste associé de SPAC, avec nous en ce démarrage de cette saison 5 de Smart Bourse. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, nous accompagner encore tout au long de cette saison pour nous raconter l'histoire économique. Alors, généralement, on parle d'un concept économique avec vous, que vous décryptez avec la science et la pédagogie que vous pouvez avoir. Là, c'est un peu plus, un peu plus coloré, j'ai envie de dire. On sort la semaine dernière de ce fameux symposium de Jackson Hole. Alors peut-être que ceux qui nous regardent, nous écoutent, entendent ce nom revenir année après année, réunion traditionnelle des banquiers centraux à la fin du mois d'août. Mais autant on a, j'allais dire, dans le discours public, l'habitude de voir les hommes politiques de niveau international se rencontrer à l'occasion de G7, il y a eu des G8 aussi même à un moment, je crois, enfin les formats varient jusqu'au G20. On parle un peu moins d'ailleurs de ces réunions en ce moment, j'ai l'impression que le monde est un peu moins collaboratif, on va le dire comme ça de ce point de vue-là. En revanche, il y a ces réunions également peut-être d'experts ou un peu plus d'experts qui rassemblent les banquiers centraux, en l'occurrence à Jackson Hole. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils se réunissent à Jackson Hole ? Qu'on ne connaît, enfin que moi je ne connais d'ailleurs que parce qu'ils se réunissent là-bas. Pourquoi ils font pas ça à Washington, à New York ou ailleurs ? Mais en fait, la première réunion de Jackson Hole, qui a eu lieu en août 78, a été à l'initiative de Paul Volcker, le premier président de la Fédérale Réserve, du moins de l'époque plutôt. Et Paul Volcker était un grand amateur de pêche, et donc il voulait concilier aussi bien loisir que travail. Et donc son choix est tombé sur Jackson, qui est dans le Wyoming, qui est une région très poissonneuse. Et donc, en fait, cette première réunion a eu lieu là-bas, et puis, avec la force de l'habitude, tout le monde s'est retrouvé, en tenue décontractée, pas forcément en costume. Ils ont tous prêts à pêcher à la mouche. Voilà. Et en même temps, entre deux discussions, ils pouvaient soit aller pêcher, soit contempler les pâturages et tout. Alors, ce qu'il faut voir, en même temps... C'est vraiment le summer camp, quoi. Exactement. C'est vraiment l'idée du summer camp des banquiers centraux, quoi. Oui, mais sérieux. Ah bah oui, non mais bon. Et, alors, ce qu'il faut voir, alors Jackson, c'est bien. Donc, j'ai dit que c'est une ville du Wyoming où on peut faire du ski, etc. Et en fait, pour les Américains, c'est un coin très reculé. On dirait que c'est un coin paumé. Certains diraient un trou. Et donc, d'où le nom de Jackson Hole. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que cette ville, qui est, on va dire, assez éloignée, on va dire, de l'actualité médiatique, en fait, eh bien, est souvent une résidence secondaire pour certaines vedettes comme Kanye West, Kim Kardashian, Harrison Ford, Brad Pitt, qui bien sûr ont fait surtout du ski, mais plus vraisemblablement parce que le régime fiscal du Wyoming est relativement attractif. Il y a la beauté du trou paumé de Jackson Hole et l'intérêt fiscal de résider dans le Wyoming. Je le comprends, ils perdent pas le Nord, évidemment, les Américains. Donc, qui participe à ces rencontres et ce symposium de Jackson Hole à la fin août ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une évolution. À sa création, au début, c'était des personnalités se réunissaient autour de thématiques, autour de l'agriculture. Et puis, progressivement, peu à peu, les questions monétaires et financières se sont imposées dans le paysage mondial. Et c'est ainsi que, progressivement, ce rendez-vous économique de la fin de l'été est devenu, au bout de 46 ans, en fait, incontournable, à tel point que tout le monde veut y participer. On n'a qu'à voir les demandes de participation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les organisateurs souhaitent garder, on va dire, une certaine qualité, on va dire, à ce brainstorming géant, qui est une caractéristique de ce symposium. Et la participation est limitée à 120 personnes, y compris les médias. C'est ça veut dire que c'est vraiment un petit comité. C'est comme Bitcoin, quoi. C'est fini. C'est exactement. C'est 120 et pas plus. Pas plus. On va dire ça comme ça. Alors, une autre caractéristique de ce symposium, c'est que tous les participants payent leurs frais de participation. Donc là, c'est ça qui est important. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est une on va dire, des entités régionales de la Fédérale Réserve, celle de la Fédérale Réserve de Kansas City, qui organise. Et donc, elle invite les participants en fonction de leurs compétences. Et donc, c'est les gouverneurs de banques centrales, ce sont les dirigeants d'institutions financières, des professeurs d'économie, des économistes, etc., etc. Que personne ne reconnaîtrait dans la rue. Enfin, c'est l'anti-Davos, en fait. Ah oui.
Ah, tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on considère une réunion de têtes pensantes, notamment en économie, l'un des premiers noms qui apparaît, c'est le Forum économique mondial de Davos. Mais à Jackson, en fait, la grande différence, c'est qu'on ne rencontre que des gens sérieux. Donc on ne risque pas de rencontrer le chanteur Bono, ni l'actrice Charleston, et encore moins les hommes politiques, parce que justement, on les considère comme pas assez, compétents au oui, point de vue intellectuel. Ils ont d'autres compétences, mais, mais peut-être que le sujet de Davos, c'est pas le même non plus que Jackson Hole. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Les rares journalistes qui y sont, là, je suivais ce que racontait un journaliste de Bloomberg qui était sur place. Il dit dans l'hôtel où sont organisées les conférences en petits comités. Déjà, l'événement n'est pas du tout mis en avant, si bien que les clients de l'hôtel qui sont des touristes arrivent et se demandent ce qui se passe. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a une conférence. Est-ce que Jérôme Powell est là ? Enfin, je veux dire, ça passe complètement inaperçu, y compris dans la ville de Jackson Hole qui accueille des touristes comme chaque été. Il n'y a pas du tout de mise en avant spécifique de l'événement. C'est un événement comme un autre dans un hôtel, quoi. Voilà. Exactement. Et c'est une réunion d'une grande entreprise, on va dire ça comme ça. Bon, mais on y parle de choses sérieuses. De quoi on y parle, Michel ? Alors, bien sûr, ils discutent des politiques monétaires des banques centrales et puis en même temps de la situation conjoncturelle. Donc aujourd'hui, du moins, la semaine dernière, on a parlé de l'inflation, du ralentissement économique mondial, des tensions géopolitiques. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si toutes les personnalités échangent leurs prévisions, leurs analyses, aucune décision officielle n'est prise. Ça, c'est aussi qui est très important. Et ce qui est aussi important, c'est que chaque année, le thème du symposium change. Cette année, c'était la réévaluation de l'efficacité de la transmission de la politique monétaire. L'année dernière, c'était tout aussi un autre sujet moustillant qui était les changements structurels dans l'économie mondiale. Et puis, quand on regarde un peu dans une perspective historique, on s'aperçoit que c'est quand même assez important parce qu'en 1990, eh bien, les banquiers centraux et occidentaux et ceux de leur homologue de l'ex-URSS ont, on va dire, organiser la sortie du système communiste. En 2010, par exemple, Bernanke a travaillé subtilement la pérennisation du quantitative easing à travers ce forum. Et puis, en 2020, c'est là où Jérôme Powell, déjà lui, a essayé d'introduire une nouvelle politique de hausse de taux d'intérêt. Et donc on voit que c'est des thèmes d'actualité très centrés, bien sûr, sur les questions monétaires, mais qui aussi, ça joue beaucoup. Quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. Au-delà de la discussion entre pairs, dans un cercle fermé intimiste, c'est quand même un rendez-vous d'importance pour les marchés. C'est-à-dire que autant les investisseurs ne sont pas invités, et c'est vous l'avez dit, en cercle fermé, autant les banquiers centraux ont compris eux-mêmes que c'était un moment ou un rendez-vous qui pouvait avoir de l'importance pour les marchés et pour la guidance des marchés. Tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est il y a, on va dire, en gros, 3 raisons essentielles qui fait que ce forum est important, du moins ce symposium. La première, c'est que de manière générale, les banquiers centraux ne portent pas de jugement de valeur sur les politiques menées. Mais c'est ça le mais qui est important. Lorsqu'ils, considèrent qu'il convient d'opérer des changements structurels, ils rappellent à travers leur message que les États doivent, faire face à jouer leur rôle dans la réforme structurelle. Deuxième chose également, ce qui est aussi important à saisir, c'est un événement protocolaire. On attend toujours à la fin le discours du président de la Fédérale Réserve. Et ce discours, il est vraiment scruté à la loupe parce qu'il va donner des indications, on va dire, au niveau, de la politique monétaire en général, américaine, mais aussi elle va influencer la politique monétaire des autres banques centrales et également aussi donner certaines orientations pour les marchés financiers. Et puis, la troisième chose, c'est ça qui est très important aussi, c'est que si les participants parlent de politique monétaire de manière générale, eh bien, ils peuvent aussi faire passer des messages. Et c'est ça qui est très important. Cette année était donc parfaite pour Jérôme Powell, pour faire passer un message aux marchés financiers. N'oublions pas, le temps est venu pour un ajustement de politique monétaire. Et donc,
cette baisse. Il a annoncé à mots feutrés qu'une baisse devrait être annoncée à la prochaine réunion de la Fédérale Réserve qui aura lieu mi-septembre. Après, il n'a pas parlé de l'ampleur. Est-ce que c'est 25 ou 50 points de base ? Il reste des questions en suspens. Ce serait trop beau sinon. Oui, il fait du teasing aussi. On a parlé fut un temps du consensus de Jackson Hole. Qu'est-ce que revêtait ce consensus, Michel ? Alors, en fait, ce consensus de Jackson Hole repose sur une idée qui était qui a été développée par Bernd Bernanke, l'ancien président de la Fédérale Réserve, et par Mark Gärtner. En fait, pour eux, la politique monétaire des banques centrales ne doit pas être utilisée pour garantir la stabilité financière tant qu'une crise financière n'a pas eu lieu. Au motif que la Banque centrale ne sait pas dire si les variations des cours sont-ils, consécutives à la baisse de la valeur fondamentale des actifs ou est-ce une question d'inflation ? Par contre, ils ont conclu en fait que cette évolution, si les prix fluctuaient fortement, à ce moment-là, la Banque centrale doit intervenir parce que s'il y a une suspicion de résurgence de l'inflation, c'est un des motifs une des missions de la Banque centrale de garantir une inflation à un niveau faible et stable. Et donc, c'est ça le consensus. D'accord. Mais ce consensus-là, il date d'avant la grande crise financière. Tout à fait, ouais. tout à fait. C'était jusque-là. Et puis, la crise financière de 2007, 2008, a rebattu les cartes puisque les banques centrales sont intervenues sur les marchés financiers pour justement garantir la stabilité des systèmes bancaires, sinon ils se seraient écroulés. Il n'y a pas de stabilité des prix sans stabilité du système financier. Exactement. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, il y a, on va dire, un consensus qui est un peu amoindri, c'est-à-dire que la politique prudentielle doit être séparée de la politique monétaire, mais que la stabilité des prix est une condition nécessaire de la politique, de la stabilité financière. Et donc, c'est ça qui est important de voir. Et on voit aujourd'hui que politique monétaire et politique et stabilité financière sont intimement liées. Et on n'a qu'à voir dans le comité européen des risques systémiques qui gouverne. Eh bien, c'est la Banque centrale européenne. Bien sûr, ça fait partie des tâches de la Banque centrale, des banques centrales aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi avec nous une fois par mois pour ce décryptage économique, économiste associé de SPAC, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.